Un moment, non, parce qu'il y a plein de moments marquants, et c'est effectivement aussi ce que j'ai essayé de faire passer dans ce livre, des moments qui sont des moments solennels, des moments surprenants, quand j'allais dans le sud de l'Afghanistan, par exemple, avec les forces spéciales dans un village, et que eh bien, je laissais le chef et les hommes, même si le chef tenait à ce que je mange avec lui, parce que j'étais ministre, et je lui disais, non, je vais aller voir les femmes. Et donc, j'allais derrière, et c'est là où, en sortant, je disais aux forces spéciales, venez, maintenant, je vais vous dire ce que vous n'avez jamais su, et ce que vous ne saurez jamais, parce que vous ne pourrez pas avoir un contact avec les femmes afghanes. Et puis, il y a eu des moments plus dramatiques, quand, comme je le raconte, j'ai passé une nuit à côté d'un garage en flammes, parce qu'il y avait 2 pompiers qui étaient sous les décombres, et que leur camarade essayait de les sortir. Et puis, il y a parfois des moments très drôles, effectivement, que là, c'était à la Défense. Où le fait d'être une femme leur posait quand même beaucoup de problèmes. Et à tel point qu'un jour où je passais des troupes en revue, à la fin de la revue, naturellement, celui qui commandait se retourne vers moi, et en me disant qu'il fallait qu'il dise Madame le ministre, Monsieur le ministre, en énumérant les différents régiments représentés, vous ont rendu les honneurs. Et visiblement, il a été très très perturbé, et ça a donné Monsieur la ministre, les honneurs vous ont été rendus. Voilà, ça fait partie des petites choses que je raconte effectivement dans le livre. Mais vous me permettrez de commencer en vous remerciant tous d'être présents, en remerciant Anthony et tous ceux qui l'entourent de m'avoir invité à cette réunion à laquelle je suis très sensible, en remerciant de sa présence notre député européen, et puis en vous remerciant tous d'avoir pris un peu de votre temps ce soir pour que ensemble nous puissions finalement parler de politique, parce que c'est ça aussi ce qui vous motive. Vous acceptez, et je le sais pour beaucoup d'entre vous, depuis de nombreuses années, de donner de votre temps, de vos loisirs, de votre argent, du temps que vous pourriez consacrer à votre famille pour vos idées. Et ça, c'est ce qui fait aussi la grandeur, c'est ce qui fait la chaleur de la politique, de se retrouver ensemble avec des personnes qui considèrent qu'elles ont quelque chose à donner aux autres, que finalement une vie, ça ne se limite pas à un petit égoïsme personnel, mais que ce qui fait la grandeur d'une vie, c'est d'avoir un idéal, et cet idéal, c'est de servir les autres et de servir la France. Alors vous tous, chacune et chacun d'entre vous, vous représentez, vous incarnez, vous vivez cet idéal, permettez-moi de vous en remercier. Je voudrais également, en commençant, j'ai une commission à vous faire, de quelqu'un avec qui je déjeunais à midi, qui a beaucoup aimé cette ville, qui l'aime toujours, que vous avez soutenu, et qui m'a dit, parce que moi je ne le fais pas parler, je trouve qu'on fait trop souvent parler les autres, et qu'il vaudrait mieux attendre de savoir ce qu'ils ont à dire. Mais là, il m'a demandé explicitement de vous dire son amitié, de vous dire sa confiance. Voilà, c'est donc le message de Nicolas Sarkozy. Alors vous me direz, ça tombait bien, finalement. C'est un message, effectivement, en direct. Alors, ce soir, on m'a demandé de venir vous parler de mon livre, mais finalement, si je vous parle de mon livre, je vais vous parler forcément de la politique. Pas de la politique partisane, je ne vais pas vous parler de la politique électorale, mais je vais vous parler de cette politique qui vous motive, c'est-à-dire cette volonté que nous avons tous d'essayer de faire en sorte que les Français vivent mieux demain qu'ils ne vivent aujourd'hui. Qu'ils retrouvent l'espoir à un moment où on dit que la France est le pays le plus pessimiste au monde, ou du moins que les Français sont les plus pessimistes au monde. Vous parlez de la politique qui nous a permis, même dans les moments les plus difficiles de l'histoire de France, de ne jamais baisser les bras et de ne jamais céder à une quelconque fatalité. Finalement, si j'ai écrit ce livre, alors qu'au départ je n'y pensais pas trop, c'est en voyant
Oui, là, je vais être un peu gênée pour passer. Vous connaissez mes manies, mais j'essaierai quand même. Je ne suis pas trop grossie ces derniers temps, ça fait. Finalement, je l'ai fait parce qu'à un moment, je me suis dit, mais les Français, finalement, rejettent la politique. Les Français sont écœurés de ce qui se passe. Ils sont écœurés de voir un président de la République et un gouvernement qui ne tiennent aucun de leurs engagements. Et ils se souviennent ô combien de la litanie énumérée par François Hollande dans le débat face à Nicolas Sarkozy. Moi, je serai le président qui va garantir la croissance. Oui, où est-ce qu'on en est? Le président qui va garantir l'emploi. On n'a jamais eu autant de chômage. Le président qui va garantir le pouvoir d'achat des Français, qui a l'impression que son pouvoir d'achat s'est amélioré. Le président qui veillera à l'éthique au sein de son gouvernement et qui n'acceptera qu'aucune personne condamnée ou soupçonnée ne soit au sein du gouvernement. Il en a pratiquement 20%, les membres de son gouvernement, qui ont été condamnés, qui ont déjà été condamnés ou qui sont mis en examen. Et la dernière affaire du gouvernement ne saurait non plus occulter tout ce qui peut se passer avec Guérini, avec la Fédération du Nord, bref, avec tous ces socialistes qui étaient en place au moment où le premier secrétaire du Parti socialiste s'appelait François Hollande. Et je crois aujourd'hui, et c'est ça le pire, que les Français se disent, mais finalement, on ne sait plus vers qui se tourner. Et finalement, j'ai le sentiment, en les écoutant à travers mes déplacements en France et un certain nombre de mes déplacements à l'étranger, où j'essaie aussi de voir les Français de l'étranger, que les gens se disent, bien, non, la politique, ça ne nous intéresse pas. Les hommes politiques ne tiennent pas leurs engagements, les hommes politiques ne s'intéressent pas à nous personnellement, et bien nous n'allons pas nous intéresser à eux, ou alors nous allons nous intéresser à eux en allant vers les extrêmes, ce qui, bien entendu, serait un véritable risque pour notre pays. Et en y réfléchissant bien, je me suis dit, mais finalement, la politique ne mérite ni l'excès d'honneur dont on la part parfois, ni l'excès d'indignité dont trop souvent on lui attribue les effets. Ni l'excès d'honneur, non. Parce que la politique, et j'essaie de le lire dans ce livre, certes, c'est les tapis rouges, là c'est la cour de l'Élysée avec les gardes républicains, certes, ce sont toutes les dorures des ministères et des hôtels particuliers, mais la politique, c'est aussi et avant tout 15 heures, 16 heures, 17 heures de travail par jour, tous les jours de la semaine, tous les jours de l'année, et pendant 12 ans, je n'ai pas eu un samedi, un dimanche, vacances comprises, où je n'avais pas un minimum de 2 contacts téléphoniques dans la journée avec mon cabinet. C'est ça. Mais bien entendu, la politique, ça n'est pas non plus l'excès d'indignité dont on l'accuse parfois. Certes, il peut y avoir un certain nombre de dérapages. Certes, ça n'est pas que le pays de bisounours. C'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de règles du jeu et que le jeu est parfois dur. Parce qu'il y a peu de place au sommet et qu'il y a beaucoup de candidats. Mais je le dis aussi, est-ce que ça n'est pas la même chose dans le monde de l'entreprise? Est-ce que ce n'est pas aussi la même chose dans le monde de l'université? J'en viens. Vous savez, dans l'université, on parle de mon cher collègue et néanmoins ami. D'où dire? Eh bien, la politique, c'est un peu ça. Effectivement, il faut savoir qu'il y a des coups, parfois en direct, comme j'aime bien les donner, grande dame de mes lunettes, mais moi je suis d'un pays de rugby, et puis, ces coups, il faut savoir les parer, et je pense qu'on peut faire de la politique sans donner des coups, mais simplement, il faut y faire très attention. Alors, de temps en temps, on gagne, de temps en temps, on perd, mais peu importe, je dirais que c'est comme un match, quand on reconnaît que vos adversaires, parfois dans votre propre camp, vous ont eu, vous dites la prochaine fois, c'est moi qui gagnerai. Et c'est comme ça. C'est vrai que la politique, c'est dur, mais en même temps, la politique, c'est tout autre chose. La politique, c'est pouvoir faire. Et moi, c'est ce qui m'intéresse. La politique, c'est agir concrètement.
à travers un certain nombre de dossiers. On essaie d'améliorer dans le fonctionnement de son ministère ce qui ne va pas, ce qui pourrait aller encore mieux. On essaie de rendre les gens qui travaillent heureux. On essaie de créer une solidarité entre tous ceux qui sont dans le ministère, mais également entre ceux qui sont dans le ministère et ceux qui sont à l'extérieur, et l'ensemble des Français. Et c'est vrai que c'était assez bien vu tout à l'heure. C'est vrai que ça a été quelque chose qui m'a profondément motivée, que d'essayer de mieux faire comprendre aux Français comment ça se passait dans chacun de ces grands ministères dans lesquels j'étais. Et puis un ministère, c'est aussi le pouvoir, et le pouvoir d'agir sur l'ensemble de la société. Et ça, je le dis et je vous le dis, c'est quelque chose de tout à fait passionnant. C'est un honneur. C'est un honneur tout à fait exceptionnel et on n'a pas le droit de se plaindre quand on est en charge d'une responsabilité comme celle-là. Et moi, je crois aujourd'hui, effectivement, que la politique mérite que l'on s'engage pour elle, comme vous le faites, comme je le fais. Elle le mérite parce que je crois en l'honneur de la politique. L'honneur de la politique, je pense que c'est d'abord d'essayer de montrer aux Français qu'ils sont tous réunis, qu'ils sont tous unis pour faire un grand pays. Alors pour ça, il faut que chacun se sente réellement concerné. Et l'honneur de la politique, la première chose, c'est de tenir ses engagements. Et je le disais tout à l'heure, je comprends effectivement qu'aujourd'hui, les Français, ayant entendu François Hollande faire cette longue énumération de toutes les promesses, et voyant qu'aucune n'est tenue, rejettent la politique. Il faut savoir tenir ses engagements. Il faut aussi savoir dire la vérité. Et aujourd'hui, c'est un vrai problème, car nous voyons bien que l'on nous ment. Nous voyons bien que les politiques mentent sur un certain nombre de points. Nous voyons bien que les informations qui sont données sont des informations qui sont fausses. Là aussi, on nous présente François Hollande comme dictant sa loi à Bruxelles. Enfin, il suffit de regarder ce qu'est la réalité pour se rendre compte que ce n'est pas le cas. Il est indispensable, si on veut que les Français retrouvent confiance dans la politique, retrouvent confiance dans le gouvernement de la France, qu'on leur dise exactement ce qu'il en est et ce que l'on va faire. On ne doit pas leur dire on n'augmentera plus les impôts quand on sait très bien que 15 jours après, on va augmenter les taxes. Et ça aussi, c'est la réalité. Alors oui, je crois qu'il faut dire aux Français, on peut gouverner autrement. On peut faire appel à leur intelligence, on peut faire appel à leur raison en leur disant la réalité et en leur redonnant confiance dans l'État et dans le gouvernement, parce que l'État et le gouvernement tiendront leurs promesses. Ça implique peut-être quelque chose d'ailleurs, c'est qu'on soit un peu plus prudent au moment des campagnes électorales. Parce que, je ne veux pas vous dire que je ne l'ai pas fait d'ailleurs. C'est vrai qu'au moment des campagnes électorales, si on vous présente en y croyant, on a envie aussi de se présenter pour faire bouger les choses. Et puis parfois on n'arrive pas à tout faire, parce qu'on a trop mis dans le papier, on a trop chargé la barque, si vous me pardonnez l'expression, et on n'arrive pas absolument à tout réaliser. Mais à ce moment-là, il faut le dire. Et il faut expliquer pourquoi. Et ça, c'est tout à fait possible. Et c'est une culture que nous n'avons pas forcément en France. On n'ose pas dire la réalité. Eh bien, je crois qu'il faut transformer la politique pour dire qu'il vaut mieux dire la vérité. C'est vrai que quand j'étais au ministère de l'Intérieur, par exemple, je le rappelle, ouais, il y a une chose à laquelle je tenais, et j'avais beaucoup de mal avec mes services, c'est qu'on donne les vrais chiffres de la délinquance. Et c'est un vrai problème. Et l'exemple le plus extraordinaire, c'était celui des véhicules brûlés au cours du réveillon du 1er janvier. Tous les chiffres étaient faux, y compris ceux qu'on me donnait. Alors je disais, mais ça n'est pas possible. Je me disais, ah si, on vous garantit, les chiffres sont vrais. Jusqu'au moment où je me suis dit, oui, mais vos chiffres, ils datent de quelle heure? Ah ben, c'est les chiffres de 11h du soir. Ah oui, d'accord. Mais c'est stupide en même temps. Parce que les gens se rendent parfaitement compte de ce qui se passe. Et en ne donnant pas les vrais chiffres, on ne se donne même pas la référence qui va vous permettre de juger s'il y a des progrès qui sont faits.
Ce n'est que parce que vous êtes sûr du premier chiffre, de celui de l'année en cours, que vous saurez si avec les mesures que vous allez prendre, des mesures de vidéoprotection, comme je l'ai multiplié, ou un certain nombre de mesures de ce genre, effectivement, l'année suivante, ça donne des résultats. Dire la vérité, c'est ça. Et je pense que les Français sont prêts à accepter la vérité, si on leur dit, en leur expliquant ce qui se passe. Mais je crois que, au-delà de ça, l'honneur de la politique, c'est aussi de donner aux Français l'envie de partager un destin commun. Avoir envie de vivre ensemble. Et ça me paraît quelque chose de tout à fait essentiel et quelque chose que les socialistes rejettent. C'est vraiment une des choses qui m'a toujours frappée au cours de ma carrière politique. Quand les socialistes sont là, ils recommencent cette fois-ci comme les fois précédentes, ils essaient d'opposer les Français les uns aux autres. Ils essaient d'opposer les actifs et les retraités, d'opposer ceux du monde rural et ceux du monde urbain, d'opposer les riches et les pauvres, bien sûr, d'opposer les salariés et les patrons. Comme si la France n'était pas riche justement de toute la diversité des citoyens. Et comme si nous n'avions pas besoin d'être ensemble, d'être réunis pour agir ensemble et pour réussir ensemble. Bien, ça, je crois qu'il faut le transformer profondément, parce que c'est faux en plus. Regardez dans une entreprise. Moi, ce qui m'a toujours beaucoup frappé, c'est que quand vous discutez avec des salariés, avec des chefs d'entreprise, vous avez beaucoup moins d'opposition sur le devenir de la société entre le chef d'entreprise et les salariés qu'entre les salariés de deux entreprises concurrentes ou les chefs de deux entreprises concurrentes. Et c'est encore plus vrai quand ces entreprises concurrentes sont à l'étranger. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, il faut faire en sorte que les uns et les autres aient envie de se dépasser, aient envie d'encore mieux travailler pour permettre à la société de réussir. Et ce qui est vrai pour une entreprise est vrai pour l'ensemble du pays. N'oublions jamais que la France n'a jamais été aussi forte, aussi capable de résister à toutes les attaques qu'elle subissait que lorsqu'elle était unie. Et c'est ça ce qu'il faut retrouver dans le monde actuel, qui est une forme de guerre économique à l'échelle du continent tout entier. C'est ça ce qu'il faut retrouver. Et comment le retrouver? Parce qu'il ne s'agit pas simplement de faire des discours. La politique, c'est pas simplement faire des discours, mais la politique, c'est aussi agir. Et moi, je crois que si l'on veut remotiver les Français, leur donner le goût de faire des efforts supplémentaires, ben, il faut d'abord commencer par leur donner les fruits de ces efforts. Alors, bien entendu, c'est toute la politique qui avait été menée sur le gagner plus en travaillant plus. Mais on peut même aller au-delà. Nous avons un problème dans notre pays, qui est celui de la panne de l'ascenseur social. Depuis pratiquement 30 ans, notre ascenseur social est en panne. Et je pense que c'est là l'une des raisons profondes du pessimisme des Français. Quand vous avez des gens qui pensent que ce qui peut leur arriver de mieux, c'est de rester au niveau où ils sont, et qu'il y a en fait un réel risque de régression, de décadence de leur situation personnelle, comment voulez-vous que les gens soient confiants dans l'avenir? Comment voulez-vous qu'ils soient optimistes? Alors pourquoi est-ce qu'on est en panne d'ascenseur social? Bien, je pense que c'est essentiellement du fait des règles de la fonction publique. La fonction publique, ça représente environ 50% des salariés, de l'ensemble des salariés de la France. Or, les statuts de la fonction publique font que vous entrez à un certain niveau en fonction de votre diplôme, et ensuite, vous avez une petite marge de progression, mais pas plus. Et donc, vous ne pourrez jamais, si vous commencez en bas, arriver en haut, quels que soient vos mérites et quels que soient vos efforts. Et comme les règles de la fonction publique ont eu tendance à déborder la fonction publique et à s'appliquer aux grandes entreprises, très souvent d'ailleurs dirigées
par des gens qui ont fait les mêmes études à l'ENA ou dans un certain nombre de grandes écoles que les gens de la fonction publique, c'est pratiquement 70% des salariés français qui se trouvent dans cette situation. Or, cette situation, elle n'est pas obligatoire, ça n'est pas une fatalité. Et je raconte notamment comment l'institution dans laquelle aujourd'hui encore existe une véritable promotion sociale, c'est la défense, c'est l'armée. Moi j'ai eu pendant les 5 ans, presque 5 ans et demi où je suis restée ministre de la Défense, j'ai eu 3 chefs d'état-major qui avaient commencé comme enfants de troupe et qui étaient issus de milieux plus que modestes. L'un était fils d'un mineur polonais, immigré de la première génération. Il a été chef d'état-major de l'armée de terre. Un autre était lui a été chef d'état-major de l'armée de l'air, c'était Bolzinski. Un autre était fils et petit-fils d'ouvriers agricoles. Il avait donc commencé à la base, et lui était chef d'état-major de l'armée de terre. Et le troisième était fils de tout petits artisans de la région de Bordeaux. Mais le système est fait de telle façon que lorsque des gens en ont la capacité, ils sont aidés à avoir une vraie formation qui leur permet pendant 1 an d'acquérir tout ce qu'ils n'avaient pas au départ, de rencontrer des gens qui leur permettent aussi de connaître ce qui se passe. Ils ont un système de carrière qui est organisé pour leur permettre de voir à la fois l'administration centrale, le terrain, éventuellement d'aller à l'étranger, et au total, vous avez des gens qui ainsi peuvent arriver au sommet. Et ce n'est pas un petit nombre. Dans toutes les promotions que j'ai regardées, c'était de l'ordre de 30%. Et là, ça a un véritable sens. Et rien ne nous empêche de faire exactement la même chose ailleurs. Nous avons des crédits de formation permanente qui sont des crédits énormes. On n'en a même pas l'idée. 30% de ces crédits ne sont même pas utilisés par les entreprises qui les reversent au budget. Et d'autre part, dans ceux qui sont utilisés, je dois dire que de temps en temps, on peut avoir quelques doutes sur l'efficacité en termes de promotion sociale. Quand je vois des crédits de formation permanente qui servent à emmener des cadres en week-end pour leur apprendre à sauter à l'élastique, je veux bien que ça puisse peut-être servir un jour, je ne sais pas, du gratte-ciel ou je ne sais quoi. En fait, je ne suis pas sûre non plus que ce soit vraiment la marque des éléments nécessaires à une promotion sociale. Alors reprenons ces crédits de la formation permanente. Et effectivement, faisons, à l'imitation de ce qui se passe dans la défense, un système dans les autres ministères, dans les grandes entreprises. C'est plus difficile pour les petites entreprises, je le reconnais, mais qui permettent à des jeunes de se dire « Eh bien, je peux partir du bas, mais si j'en ai la volonté, si j'agis pour ça, eh bien, je me retrouverai peut-être au sommet. » Moi, j'ai essayé de le faire quand j'étais notamment au ministère de l'Intérieur, au ministère de la Justice, au ministère des Affaires étrangères. Alors, à l'intérieur, ça allait à peu près, ça a passé à peu près auprès des syndicats. Malheureusement, je ne suis restée qu'un peu plus de 2 ans, et il faut, pour mettre en œuvre une telle politique, il faut un minimum de 4 ans. À la justice, je l'ai dit aussi, on ne m'a pas contredit, parce qu'on n'ose pas trop contredire le ministre, mais enfin, j'ai vu certains premiers présidents de cour d'appel quand je leur ai dit « Je veux que la secrétaire ou le petit greffier qui est là puisse devenir, s'il fait l'effort nécessaire et s'il en a les capacités, premier président de cour d'appel. » J'ai senti que ça n'allait pas bien. Le pire, je dois avouer, c'était aux affaires étrangères, quand ayant réuni tous mes ambassadeurs, je leur ai dit « Je veux faire une politique de promotion sociale et je veux par exemple que l'huissier qui vous a ouvert la porte puisse devenir ambassadeur de France. » Là, j'ai senti un frisson d'horreur. Mais pour autant, je serais restée. Je sens simplement là qu'il faut plus ou moins de temps pour faire passer l'idée. Mais quand on veut faire les choses, on peut les faire. Et là, on en a les moyens très concrets. Et on en a les moyens financiers. Mais il faut le vouloir. Et de la même façon, d'une autre politique
me paraît tout à fait possible au sein même des entreprises et probablement au sein même de l'État. Si on veut que les Français se sentent concernés, si on veut que dans leur vie quotidienne, ils ne se disent pas j'ai le droit de faire ceci, mais qu'ils se disent un peu j'ai le devoir de participer à la grandeur de mon pays, j'ai le devoir de participer à la réussite de mon entreprise. Il faut aussi qu'ils sachent qu'on va les reconnaître en tant que tels. Or, le problème de notre monde moderne, et encore plus du fait de la globalisation, c'est que trop souvent les gens se disent « mais je ne compte pas ». Finalement, ce qui compte sont les flux financiers. Ce sont des grands équilibres. Et moi, dans ma vie personnelle, et quand ils sont en rapport avec l'administration, combien de fois les gens se disent « mais on m'applique un règlement sans regarder ce qu'est la réalité de ma situation ». Quand la vieille dame reçoit une facture d'EDF qui lui demande 15 000 € d'électricité alors qu'elle vit toute seule dans un 2 pièces et qu'elle va voir, on lui dit « oh, ben c'est sans doute l'ordinateur qui s'est trompé ». Oui, et après, elle dit « et moi, qu'est-ce que je fais ?» On lui dit « oh, ben ça finira par s'arranger ». Mais elle reçoit une lettre d'huissier, quelques jours après. Et elle recommence, elle dit « oh, mais c'est l'ordinateur ». Oui, et jusqu'où? Et ça, les gens ne le supportent plus. Ils ne supportent plus de ne plus être pris en compte. Et moi je dis, là aussi, il faut réagir, on a des moyens de le faire. Et ce moyen, pour la gaulliste que je suis, c'est la participation. Au sein du chêne, dans nos groupes de réflexion, nous travaillons sur ça. Comment rendre la participation concrète dans l'entreprise? Elle existe, il y a toutes les formes de l'intéressement, il y a les formes de l'actionnariat, bref, tout ce qu'il faut pour motiver les gens et qui se disent mais si l'entreprise réussit, et si elle réussit grâce à moi, eh bien on reconnaîtra aussi que c'est grâce à moi, d'une certaine façon. Et c'est comme ça. Alors que les syndicats n'en veuillent pas, ça se comprend tout à fait. Parce que alors là, leur métier est fichu. Hein. Le jour où effectivement, d'une façon ouverte, et ça existe dans des petites entreprises d'ailleurs, eh bien, ils se sentent totalement concernés par ce qui se passe dans l'entreprise. Effectivement, les syndicats vont perdre de leur autorité. Mais ça doit exister aussi au niveau de l'État. Moi, je comprends les Français qui sont fous de rage d'entendre Manuel Valls, quand ils sont 1 million et quelques à protester contre le mariage pour tous, dire ils étaient 300 000. Je ne dis même pas sur le... C'est pas un problème de fond, mais c'est un problème d'absence de respect des Français qui expriment une opinion différente. Chacun a le droit d'avoir une opinion différente, mais il faut au moins respecter l'opinion qui est émise et ne pas essayer de minimiser, de marginaliser tout ça. Et d'ailleurs, quand je vois effectivement qu'un manifestant plus que pacifique de cette manifestation se retrouve à la fois interpellé et condamné par la justice, alors même que des gens de la CGT ou un certain nombre d'autres qu'il m'est arrivé de faire arrêter se retrouvent immédiatement libres, sans garde à vue et bien entendu sans condamnation. Et on est même en train de parler d'une amnistie pour ceux qui ont détruit des locaux publics. Il y a quelque chose qui est une aberration. Et je comprends que les gens ne s'en sentent pas pris en compte. Eh bien, ce qu'il faut, c'est rappeler que la légitimité du politique, c'est le citoyen. Et que par conséquent, sur les grands problèmes de la société, c'est vers le citoyen que l'on doit se tourner pour lui demander ce qu'il en pense. Et ça peut se décliner à tous les niveaux. Vous parliez tout à l'heure de Saint-Jean-de-Luz, dont j'ai été maire effectivement pendant des années. En arrivant, qu'est-ce que j'ai fait? Moi, j'ai créé, à côté du conseil municipal, un conseil municipal des anciens, pour que les gens, dans leur quartier, là où ils vivent, puissent dire nous, on pense que ça, ce serait bien de faire. Et puis, il y avait un conseil municipal de jeunes, un conseil municipal d'ados aussi. Simplement pour que les gens puissent s'exprimer, puissent dire ce dont ils ont envie, puissent sentir, puissent être associés aux festivités que l'on pouvait faire ou aux améliorations de la vie quotidienne. C'est ça aussi la politique. Et c'est ça la grandeur de la politique, que de faire en sorte que les Français se sentent l'envie de vivre ensemble, qu'ils ne regardent pas leurs voisins comme un adversaire, mais qu'au contraire ils se disent mais si nous sommes ensemble, si nous avançons ensemble, on va faire des choses formidables pour le pays. Parce que finalement, et j'en terminerai par là, l'honneur de la politique, c'est aussi d'agir,
quelle que soit sa place, quelle que soit sa fonction, quel que soit son rôle, pour que notre pays demeure un grand pays dans le monde. Parce que la France, les différentes fonctions m'ont amené à aller pratiquement partout dans le monde. Et la France, je peux vous le dire, n'est pas un pays comme les autres. La France n'est pas un pays comme les autres parce que c'est pas le pays le plus grand géographiquement, c'est pas le plus peuplé démographiquement, c'est pas le plus riche en termes de ressources. Et pourtant, c'est un pays qu'on écoute. Parce que son histoire, parce que sa façon de parler, parce qu'un certain nombre de personnalités qui ont refusé de s'aligner à un moment donné ou sur les États-Unis ou sur la Russie pour faire entendre une voix différente dans la conception du monde font que, eh bien, on se tourne vers la France quand on se pose un certain nombre de questions. Et que ce soit l'ancien président chinois ou Jintao, ou que ce soit la présidente du Chili, ou que ce soit le président des États-Unis, ou que ce soit des présidents de pays africains ou des émirs ou autres, tous avaient comme attitude de dire, quand je les rencontrais, qu'est-ce que pense la France? Et je peux vous dire qu'on est fiers. Et quand, dans des endroits totalement improbables, j'étais dans la voiture de l'ambassadeur avec le fanion sur la voiture, et que nous nous arrêtions et que des gens applaudissent, que ce soit au cœur du Liban en guerre, ou que ce soit dans un certain nombre de routes d'Arabie Saoudite, c'est quelque chose qui vous fait vibrer. Et moi, ce que je crois dans la France, je crois dans notre pays. Et je pense que notre pays, quelles que soient ses difficultés actuelles, a tous les atouts pour réussir. Cessons de parler de déclinisme, cessons de parler de déclin. Nous avons tout ce qu'il faut pour réussir. Nous avons un pays avec des industries qui sont exactement dans les domaines dont le monde a besoin pour demain. On l'oublie trop souvent ou on ne le sait pas. Notre vie quotidienne, celle de nos entreprises, dépend très largement des satellites. Savez-vous que 50% des satellites qui tournent autour de la Terre sont de fabrication française? Savez-vous que 70% des satellites du monde entier sont lancés dans l'espace grâce à une fusée française qui est Ariane? Au moment où les gens se déplacent de plus en plus, Airbus est quand même la compagnie européenne, certes maintenant, mais une compagnie où nous avons un rôle essentiel et qui est aujourd'hui la grande concurrente, voire parfois le vainqueur en termes de commandes par rapport à Boeing. Et ce qui est vrai dans ces domaines, l'est également vrai dans beaucoup d'autres, notamment les domaines des nanotechnologies. Alors je dis, n'ignorons pas ce qui fait la richesse potentielle de notre pays. Et faisons au contraire en sorte de libérer les énergies. Arrêtons d'avoir des gens qui montrent du doigt les entrepreneurs, qui disent c'est mal d'être riche. Et puis quand on leur demande ce que c'est que d'être riche, vous répond que c'est une famille qui gagne 4 000 € par mois. On voit bien que François Hollande, puisque c'est lui qui m'a fait cette réponse dans un face-à-face que nous avions en télévision, n'a jamais eu ce genre de problème à se poser, je pense. Parce qu'il oublie de dire exactement ce que sont ses propres revenus. Eh bien, je crois que c'est ça ce qu'il faut que nous fassions aujourd'hui. C'est faire en sorte de redonner aux Français la fierté d'être Français. Et faire en sorte que partout, du plus petit village jusque dans les institutions ou les grandes entreprises de notre pays, on ait conscience que nous avons tout ceci entre les mains et qu'il ne dépend que de la volonté des Français d'agir pour qu'effectivement notre pays soit respecté. Nous avons besoin de ça, nous avons besoin de chacun, quel que soit son rôle, nous avons besoin du paysan français. À l'heure où nous avons un accroissement de la population qui va nous faire passer de 6,5 milliards d'habitants comme aujourd'hui à 9 milliards d'habitants dans moins de 15 ans, et où les terres cultivables rétrécissent, est-ce que l'on se rend compte que notre propre agriculture, nos industries agroalimentaires représentent une richesse formidable? Nous l'avons dans l'agriculture, nous l'avons dans les hautes technologies dont je vous parlais tout à l'heure. Nous avons besoin de chacune, de chacun. Et nous avons besoin
aussi de gens qui nous représentent et qui soient à la hauteur. Tout à l'heure, nous parlions tous avec amitié et chaleur de Nicolas Sarkozy. Il est évident que Nicolas Sarkozy, à la tête de l'Europe, ou Nicolas Sarkozy, président du G20, ça avait de l'allure. Je vais être gentil, je ne dis plus rien pour la comparaison. Vous la faites vous-même. Oui, finalement, la politique, et c'est peut-être ça qu'il y a de réjouissant, elle dépend des hommes et des femmes. Elle dépend de chacune et de chacun d'entre vous, dans votre vie quotidienne, dans vos relations avec les autres. Vous représentez l'exemple de ceux qui ont un engagement pour le pays, de ceux qui ont des valeurs, de ceux qui croient qu'on ne peut pas vivre simplement pour soi, de ceux qui pensent que l'égoïsme, ça ne suffit pas à faire une vie bien remplie, de ceux qui pensent que l'homme est grand parce qu'il sert des choses qui le dépassent. Alors oui, j'aime la politique, comme vous. Alors oui, je crois dans la politique. Oui, je crois que la politique a pour sens de l'honneur d'aider les gens à vivre ensemble. Je pense que la politique, c'est l'honneur de toutes celles et de tous ceux qui sont capables de donner un peu de leur temps, un peu de leur énergie pour servir les autres, pour aider à faire progresser la vie en commun. Je pense que l'honneur de la politique, c'est de réunir toutes celles et tous ceux qui, comme vous, ont envie de servir la France.